dernier chapitre sur les polynômes sera consacré à quelques méthodes de calcul de déterminants que je tiens à mettre en évidence, puisqu'on les retrouve très souvent dans les écrits et les oraux de concours. Alors le premier déterminant qu'on va voir, c'est un déterminant important qu'on retrouve dans plein de contextes, c'est le déterminant dit de Vandermonde. Alors ce déterminant de Vandermonde est construit sur une matrice qui porte son nom. Si vous vous donnez x1, xn des nombres complexes, quelconques a priori, donc on appelle matrice de Vandermonde toute matrice qui a cette forme-là. Donc une colonne de 1, la colonne des éléments x1, xn, puis la colonne de leur carré, leur cube et leur puissance n-1. Alors on s'arrête à la puissance n-1, puisque là en fait on s'aperçoit que la première colonne qui est ici, c'est x1 à la puissance 0, x2 à la puissance 0, xn à la puissance 0. Donc c'est la colonne des puissances successives de x, de la puissance 0 à la puissance n-1. Donc il s'agit bien d'une matrice carrée de Mn de C, puisqu'elle possède bien n lignes et n colonnes, et elle est à coefficient dans K. Donc voilà ce qu'on appelle une matrice de Vandermonde. Et le déterminant de Vandermonde, c'est le déterminant de cette matrice qui lui est associé. Donc il ne dépend évidemment que des paramètres qui interviennent dans cette matrice, c'est-à-dire les paramètres de x1 jusqu'à xn. Donc l'objectif de ce petit paragraphe, c'est de vous montrer comment on peut calculer le déterminant de Vandermonde. Et là, je vous avertis tout de suite qu'il va y avoir une idée vraiment très intéressante. On va faire intervenir les polynômes dans le jeu. Alors, l'idée géniale, moi je trouve ça absolument génial, l'idée géniale, c'est de constater que comme les colonnes font intervenir les différentes puissances de vos différents nombres complexes, l'idée c'est de voir qu'on peut recomposer avec des opérations élémentaires sur les colonnes un polynôme appliqué sur ces paramètres en dernière colonne. Je m'explique. Si je prends un polynôme, attention, unitaire, j'insiste bien, un polynôme unitaire de degré n-1, qui s'écrit sous cette forme-là, pour pouvoir placer en dernière colonne l'image de ces paramètres, il suffit d'effectuer cette opération sur les colonnes. Puisque la première colonne, je la conserve, c'est elle qui va me donner cette puissance. Ensuite, on fait plus a n-2, la colonne précédente, qui est la colonne des puissances n-2, plus etc. jusqu'à a0 multiplié par la première colonne, qui va nous placer le coefficient constant à sa position. Donc on s'aperçoit que l'opération qu'on est en train d'effectuer sur la colonne, étant donné que c'est une composée de transvection, puisque le poids de la colonne Cn est égal à 1, cette opération ne change pas le déterminant, puisqu'à une colonne, j'ajoute une combinaison linéaire des autres colonnes. Par conséquent, le déterminant de Vandermonde de x1 jusqu'à xn, c'est aussi le déterminant suivant. Donc que des 1 ici. Ici les paramètres de x1 jusqu'à xn. Ici jusqu'au paramètre de x1 à la puissance n-2 jusqu'à xn à la puissance n-2. Et enfin, en dernière colonne, grâce aux opérations qu'on a mis en place, on récupère le polynôme P, évalué en x1, x2, etc. jusqu'à x à la puissance n. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, cette relation, elle est valable, peu importe les coefficients qui sont ici. Donc cette égalité, je l'ai obtenue, quel que soit P polynôme de C de x. Alors avec quand même des conditions, ce polynôme, il doit être unitaire d'une part, c'est-à-dire son coefficient dominant doit être égal à 1, et il doit être de degré n-1. Pour n'importe quel polynôme unitaire de degré n-1, j'ai cette égalité entre le déterminant de Vandermonde et ce déterminant-là. Donc évidemment, dès qu'on a un choix ici d'un polynôme à faire, on a intérêt à prendre un polynôme qui nous permettrait de simplifier le calcul de ce déterminant. Alors quel choix je pourrais faire? Bien, moi, ce que j'aime bien quand j'ai à calculer un déterminant, c'est que mes colonnes comportent un maximum de 0. Pour comporter un maximum de 0, il suffirait que notre polynôme P il ait suffisamment de racines. Un polynôme de degré n-1, il a combien de racines au plus? Il a n-1 racines au plus. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir, donc là maintenant c'est l'heure du choix. Quel choix on peut faire étant donné que le polynôme P, je peux le choisir quelconque avec les contraintes qui sont là?
eh bien, je vais m'arranger pour qu'il ait un maximum de racines, pour m'amener un maximum de 0 sur la dernière colonne. Bah, je veux m'arranger pour avoir un 0 ici. Donc je vais prendre un polynôme qui possède x1 comme racine, etc., x2, x3, et je peux aller jusqu'à combien de racines? Eh bien, comme il est de degré n-1, il a au maximum n-1 racine distincte. Donc je peux faire le choix de ce polynôme-là, et ce polynôme-là, c'est bien un polynôme qui est unitaire, puisque c'est un produit de polynôme unitaire, donc son coefficient est égal à 1, et son degré, comme je multiplie n polynômes de degré n-1 polynôme de degré 1, son degré, c'est n-1. Donc ce polynôme-là, c'est un polynôme à coefficient complexe qui est exactement dans le cadre de ce que je me suis donné ici. Donc qu'est-ce que je vais prendre comme polynôme P dorénavant? Je vais choisir ce polynôme-là. Ce qui va donc me permettre de dire que mon déterminant de Vandermonde, ici, va être égal à quoi? Donc je vais recopier ce qui se passe sur la première ligne jusqu'à le x1 à la puissance n-2. Là, je sais que j'ai 0 par choix de mon polynôme P. Puis sur la deuxième ligne, je vais avoir 1 x2 jusqu'à x2 à la puissance n-2, puis 0. Comme ça, je vais aller jusqu'à l'avant-dernière ligne. Ça, c'est la ligne des puissances de x n-1. Lui sera à la puissance n-2, et là j'ai 0. Et là, je vais récupérer xn jusqu'à xn à la puissance n-2. Et là, par contre, je récupère ce polynôme-là que j'ai choisi ici, évalué en xn. Donc là, l'avantage du choix de polynôme qui est ici, le choix de ce polynôme m'a permis de me ramener à une dernière colonne qui est fort simple, puisque j'ai réussi à récupérer sur cette colonne n-1 fois le terme 0. Donc vous voyez que l'invitation qui est faite, c'est de calculer ce déterminant en développant ce déterminant par rapport à la dernière colonne. Quand on développe un déterminant par rapport à une colonne, il faut faire très attention au signe, c'est-à-dire à la multiplication par 1 ou par moins 1 selon la position, mais vous notez que lui est sur la diagonale, donc la puissance qu'on va lui mettre en place, c'est moins 1 puissance n plus n, c'est-à-dire ce terme-là sera multiplié par moins 1 puissance 2n, donc par 1. On sait que sur la diagonale, les poids plus, moins seront forcément plus sur la diagonale. Donc je vais récupérer que ce déterminant de Vandermonde, c'est le polynôme qui est ici, P de xn, multiplié par la matrice que j'obtiens en rayant la ligne et la colonne qui contient xn. Voilà, je vais la rayer physiquement pour qu'on voit exactement à quoi on a affaire. Si je raye cette ligne et cette colonne physiquement, je sais que je vais récupérer donc le déterminant qui est ici. Or, ce déterminant qui est ici, si vous regardez bien, c'est le déterminant de Vandermonde, non pas pour les paramètres de x1 jusqu'à xn, mais pour les paramètres de x1 jusqu'à xn-1. Voilà la formule que je récupère, qui est une magnifique formule de récurrence, puisqu'elle me permet de passer d'un Vandermonde de n paramètres à un Vandermonde sur n-1 paramètres, les n-1 paramètres que l'on trouve ici. Il ne nous reste plus qu'à mettre en place maintenant la relation de récurrence et à l'itérer pour obtenir la dite formule de Vandermonde. Alors, j'ai simplement réécrit la relation de récurrence en prenant en compte la définition du polynôme P. Je vous rappelle que le polynôme P qu'on a choisi, c'est celui-ci. Donc, si je l'évalue en xn, je vais récupérer xn moins x1, xn moins x2, xn moins xn moins 1, c'est-à-dire le produit des xn moins xk, où k est compris entre 1 et n moins 1. C'est-à-dire le produit des xn moins les x d'indices strictement plus petits que n. Et ça, c'est multiplié par le Vandermonde sur les premiers indices, des indices de x1 jusqu'à xn-1. Alors évidemment, cette formule qu'on a mis en place, on peut la réappliquer avec le terme qui est ici. Ce terme qui est ici, si je lui réapplique cette formule de récurrence, je vais récupérer quoi? Donc je réécris le premier terme ici. Le produit pour k variant de 1 à n-1 des xn moins xk, multiplié par... Alors maintenant, je vais réécrire d'une autre couleur ce que devient ce Vandermonde-là. Eh bien, quand on veut passer de ce Vandermonde à ce Vandermonde, qu'est-ce qu'on fait? On fait le produit des derniers, là, xn-1, moins les xk, avec k qui va être compris entre quoi et quoi? Eh bien, c'est les indices qui sont strictement plus petits que n-1. Donc k, cette fois-ci, va varier entre 1
et n-2. Et je vais me retrouver avec le van der Monde suivant, c'est-à-dire le van der Monde de x1 jusqu'à xn-2. Et on peut continuer comme ça cette relation de récurrence, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on multiplie par le produit du terme qu'on supprime quelque part du paramètre qu'on supprime dans le van der Monde, donc multiplié par des xn-xk avec un k, un indice qui est strictement plus petit. Donc on peut continuer comme ça à considérer ces produits jusqu'à arriver quelque part à, eh bien, on va s'arrêter à van der Monde, par exemple, je sais pas, de x1, x2. Donc ça veut dire que le produit d'avant, c'est le produit pour k variant entre 1 et, alors on verra, le terme qui est ici, ça sera donc le terme d'avant, ça sera x3 moins xk. Les indices k, c'est les indices qui sont strictement plus petits que 3, donc k sera compris entre 1 et 2. Donc on n'aurait plus qu'à calculer le van der Monde de x1, x2, mais le van der Monde de x1, x2, c'est ce déterminant-là. Et ce déterminant-là, c'est x2 moins x1. On retrouve d'ailleurs la même règle qu'ici, puisque si j'écris ça comme un produit, je peux dire que c'est le produit pour k variant entre 1 et 1 des x2 moins xk. Et donc je n'ai qu'un seul terme dans ce produit, je récupère donc bien x2 moins x1. Alors on va écrire une jolie formule maintenant pour bien mettre en évidence quels sont les termes qui sont dans ce produit. Eh bien à chaque fois on va retrouver tous les produits des xi moins xj avec l'indice qui est là, qui est toujours strictement plus grand que l'indice qui est là. Puisque là, je récupère n avec tous les indices strictement plus petits, n-1 avec tous les indices strictement plus petits, etc. jusqu'à x2 avec tous les indices qui sont strictement plus petits. Donc on récupère le produit des xj moins xi avec la condition donc j soit strictement plus grand que i, comme on l'a indiqué ici, avec i évidemment qui peut varier sur un terme qui est égal à 1, et j qui peut aller évidemment jusqu'à n. Donc voilà comment on peut calculer ce déterminant de van der Monde de façon très élégante en faisant intervenir les polynômes. Et on voit encore une fois, on l'a vu dans le cours sur les déterminants, qu'on se donne le choix. On dit qu'on a une relation qui est valable pour tout objet qui vérifie certaines propriétés, et ensuite on choisit le bon objet qui est adapté au calcul qu'on veut faire. Ici, il s'agit d'un calcul de déterminant. Ce calcul de déterminant, il est conditionné par le fait qu'on aime bien avoir des zéros dans la matrice. Donc là, notre polynôme, on le choisit en prenant, enfin en s'arrangeant pour qu'il ait un maximum de zéros par rapport au degré possible. Donc c'est vraiment un très très joli calcul. Cette section va être l'exploration des déterminants de matrices dites tridiagonales. Je vais déjà vous expliquer ce que c'est qu'une matrice tridiagonale. Donc c'est une matrice qui a des coefficients non nuls a priori uniquement sur la diagonale principale, celle qu'on trouve juste au-dessus et celle qu'on trouve juste au-dessous. Évidemment, sur ces diagonales-là, des coefficients, voire tous les coefficients peuvent être nuls. Mais par contre, une chose est sûre, c'est qu'en dehors de ces diagonales-là, tous les coefficients sont nuls. Donc là, on appellera une matrice qui est définie de cette façon une matrice tridiagonale. Alors on va voir que les déterminants de telle matrice se calculent tous de la même façon. Ils se calculent en développant les déterminants selon une ligne ou selon une colonne pour récupérer une relation de récurrence sur les déterminants des matrices de taille successive n, n-1, n-2. Donc il s'agit d'une relation de récurrence sur des déterminants de matrices de taille différentes, de taille de plus en plus petite. Alors on va travailler là-dessus sur un exemple, ça vous permettra de voir en l'état une matrice tridiagonale particulière et de voir comment on met en place cette méthode. Donc là je vais construire la matrice de taille nn qui a cette règle sur les coefficients, sachant que je dis que tous les autres coefficients sont nuls. Donc cette matrice AN, elle va ressembler à quoi? Alors je l'appelle AN juste pour dire que c'est une matrice de Mn de R. Donc je vais déjà m'occuper des termes qui sont ici. Les termes qui sont ici, c'est les termes d'indice II, c'est des termes donc qui sont sur la diagonale. Donc on va récupérer des coefficients diagonaux qui sont tous égaux à 3. Ça c'est pour les coefficients de la diagonale. Ensuite les coefficients de la forme AI I plus 1.
Alors on les énumère, hein. Si i est égal à 1, je récupère le coefficient a1, 2, donc première ligne, deuxième colonne qui vaut 1. Puis pour i égale 2, je récupère le coefficient a2, 3, deuxième colonne, deuxième ligne, troisième colonne, et etc. Donc on voit qu'on est en train d'égrener tous les coefficients qui sont sur la diagonale du dessus. Ce sont les coefficients qui sont ici. On n'a plus qu'à regarder les derniers. Lorsque i est égal à 2, j'obtiens le coefficient a2,1, donc deuxième ligne, première colonne, puis le coefficient a3,2, etc. Là, on voit qu'on est en train de travailler sur des coefficients qui sont en dessous de la diagonale principale. Les autres coefficients de la matrice sont déclarés nuls. Donc voilà ce qu'on appelle une matrice tridiagonale. Ici, c'est une matrice tridiagonale avec des coefficients 3, 1. Alors, c'est 2, j'ai écrit 1. C'est pas possible. Et je peux vous dire un truc, c'est que le confinement, ça arrange pas. Hein. J'ai l'impression qu'on a le cerveau bloqué, quoi. Ouais, j'ai eu des témoignages d'étudiants qui m'ont dit ouais, cerveau bloqué. Ben moi, j'ai la même impression, quoi. J'ai l'impression de devenir fou, quoi. De devenir complètement ma boule. En tout cas, chose est sûre, de plus savoir calculer. Bon, bref. Donc là, il y a des 1, des 2, des 3. Alors, évidemment, les coefficients ne sont pas forcément constants sur la diagonale. On verra des déterminants tridiagonaux où les coefficients varient sur la diagonale. On va déjà commencer à y aller mollo. On va mettre les mêmes coefficients, donc 1, 3, 2, selon les différentes diagonales. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler delta n le déterminant de la matrice de taille nn, sachant que delta n-1, ça sera le déterminant de la même matrice de taille n-1, etc., etc. Alors ce que j'aimerais, moi, c'est me donner n suffisamment grand pour pouvoir développer selon une ligne ou selon une colonne, et développer tranquillement mon déterminant. Alors la question, c'est que quand on développe un déterminant, par exemple, par rapport à la première ligne, on se dit, ouais, mais alors, ça va être compliqué de voir comment, après, s'agencent les différents coefficients. Vous voyez, que devient la matrice, par exemple, une fois que j'ai rayé cette ligne et cette colonne, parce que on ne voit pas tous les coefficients de la matrice. Ben, vous allez voir que la règle que je vais vous donner, elle va vous permettre de réussir ça à coup sûr. Je dis bien à coup sûr, et même en confinement. Vous vous rendez compte? Même en confinement. Moi, je fais tout de suite les calculs sur une matrice de taille 5,5. Ce n'est pas la peine d'écrire trop de coefficients, mais sur une matrice de taille 5,5, on a suffisamment de coefficients pour voir exactement ce qui va se passer. Donc je réécris ma matrice qui est là, avec tous ces coefficients par contre. Une taille 5,5, il n'y en a pas beaucoup à écrire, hein, 25. Hein. J'écris ma matrice de taille 5,5. En plus, le motif, il est un peu répétitif. Il faut juste pas se tromper en recopiant. Voilà ma matrice de taille 5,5. Et je vais choisir de développer, par exemple, ce déterminant par rapport à la première ligne. Dans le cours que j'ai fait par rapport à la première colonne, bah tiens, je change. Je fais le développement par rapport à la première ligne. Donc là, je vais écrire le développement de delta n, et en regardant ce qui se passe sur delta 5. Si je choisis de développer le déterminant par rapport à la première ligne, alors c'est intéressant puisque j'ai deux coefficients qui sont a priori non nuls. Celui-là est affecté d'un poids plus, celui-là est affecté d'un poids moins. Rappelez-vous le damier, hein, on commence à plus, puis après on alterne les moins et les plus. C'est moins 1 puissance 1 plus 1, moins 1 puissance 1 plus 2, moins 1 puissance 1 plus 3, etc. Et on sait que ça fait une alternance de plus et de moins. Je m'occupe que des deux premiers, puisque là, comme les termes sont nuls, on n'a pas à se poser la question. Donc, je vais récupérer quoi? Je vais récupérer, alors, 3 multiplié par le déterminant, donc 3 fois le déterminant que j'obtiens en rayant la première ligne et la première colonne. Alors là, je vais être conservateur, hein, je vais utiliser les outils qui sont à ma disposition. Je raye la première ligne et la première colonne. Qu'est-ce que vous voyez quand vous voyez une matrice, cette matrice dont j'ai rayé la première ligne et la première colonne? Bah, vous vous apercevez que c'est exactement la même matrice, sauf qu'elle a une taille plus petite. Elle a perdu une ligne et une colonne. Donc là, comme je suis parti de delta n, la matrice que je vais récupérer, c'est donc delta n-1, le déterminant de la matrice qui a une taille juste 1 de moins. Ok. Alors ensuite, je continue mon développement, moins, donc moins 1, multiplié par la matrice que j'obtiens en rayant la ligne et la colonne associées. Alors là, je vais vraiment les rayer physiquement. Je vais utiliser un stylo là qui va faire un gros paquet. Attends, ça c'est pas mal ça. Donc je raye
la colonne de 1 et la ligne de 1. Après, mon stylo, il va écrire noir. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'obtiens dans ce cas-là? Alors là, je ne sais pas trop ce que j'obtiens pour le coup, mais j'obtiens une matrice qui est a priori pas la matrice delta n-2, ça c'est sûr. C'est toujours une matrice de taille n-1, n-1. Mais vous notez que cette matrice, si je la regarde, hein, donc il faut faire abstraction de ces deux machins-là, elle a quand même une colonne super sympa. Puisque sur cette colonne-là, j'ai juste un seul coefficient non nul. Donc je pourrais dans la foulée calculer le développement que j'obtiens, la matrice que j'obtiens ici, je pourrais la développer par rapport à la première colonne, par rapport à cette colonne-là. Donc là, comme j'ai une matrice de taille n-1, n-1, ce coefficient-là, ça devient un coefficient sur la diagonale, hein, puisque je vous rappelle que ces coefficients-là, ils n'existent plus. Donc là, en développant selon la première colonne, lui sera forcément pondéré avec un plus, puisque ça va être un coefficient de la diagonale de la matrice que j'obtiens. Donc je vais récupérer fois 2, multiplié par le déterminant que j'obtiens en rayant la ligne et la colonne de cette matrice. Donc je raye la colonne et la ligne du coefficient concerné, et c'est le seul terme que je vais avoir dans mon développement, puisque tous les termes sont nuls. Donc je vais me retrouver finalement avec moins 1 fois 2 multiplié par la matrice qui reste, c'est-à-dire cette matrice-là. Mais regardez cette matrice, c'est ma fameuse matrice de départ, sauf qu'elle a perdu encore une fois une ligne et une colonne. Donc comme j'étais parti d'une matrice de taille n, je suis passé par une matrice de taille n-1 et j'ai encore supprimé une ligne et une colonne, je retrouve delta n-2. Alors évidemment ça c'est valable pour une matrice qui au final aura une taille supérieure ou égale à 1. Donc cette relation elle sera valable quand n-2 est supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire quand n est supérieur ou égal à 3. Donc j'ai une relation qui est valable pour tout n supérieur ou égal à 3. Donc vous avez vu, on travaille sur une matrice qui a une taille raisonnable et on travaille sur cette matrice calmement pour voir quel genre de relation on peut obtenir. Donc on va avoir deux développements successifs pour passer d'une matrice déjà de taille n-1, puis à une matrice de taille n-2. Bon, en l'occurrence, on a obtenu une chouette relation de récurrence. On a obtenu, je vais l'écrire peut-être un peu plus proprement, quel que soit n entier supérieur ou égal à 3, delta n est égal à 3 delta n-1 moins delta n-2. Alors là, on est ramené dans le giron des suites récurrentes linéaires du second ordre à coefficient constant, que d'ailleurs je vais écrire comme une suite récurrente linéaire du second ordre à coefficient constant, sous cette forme-là. Là, c'est un 2 égale 0. Pour résoudre ce genre de suite récurrente linéaire, on sait qu'on étudie l'équation caractéristique qui lui est associée. Donc on a une équation caractéristique qui ressemble à ça. Cette équation caractéristique, il faut la factoriser. On remarque que 1 est racine et que l'autre racine, ça sera 2. On redéveloppe pour s'en assurer et ça fonctionne. Donc je sais qu'il existe a priori des nombres réels alpha et bêta, tels que mon delta n va s'écrire comme alpha fois 1 à la puissance n plus bêta fois 2 à la puissance n. C'est-à-dire alpha plus bêta fois 2 à la puissance n. Alors je n'ai plus qu'à calculer alpha et bêta, et pour ça je vais me servir des conditions initiales. Donc mes conditions initiales, alors je ne peux pas parler pour l'instant de delta 0 puisque la matrice elle aurait une taille 0, mais je peux parler de delta 1. Delta 1 c'est le déterminant de cette matrice-là quand elle n'a qu'un seul coefficient. Cette matrice quand elle n'a qu'un seul coefficient, c'est forcément un coefficient qui est sur la diagonale, donc ça sera le déterminant de la matrice 3, ça vaut donc 3. Je vais aussi calculer delta 2. Delta 2, je vais recopier la matrice que j'obtiens avec une taille 2. On obtient cette matrice-là. Et là, son déterminant, c'est 9 moins 2. Ça fait 7. Donc là, je vais avoir un petit système à résoudre. Je vais regarder ce qui se passe quand n est égal à 1. Quand n est égal à 1, je vais récupérer donc alpha plus 2 bêta va être égal à 3. Et je vais écrire l'expression quand n est égal à 2. Je vais récupérer que alpha plus 4 bêta est égal à 7. Donc avec les conditions initiales, j'obtiens un système de deux équations à deux inconnus. Si on calcule 1 moins 2, on voit tout de suite que bêta se calcule simplement. Alors plus exactement, on va récupérer que 2 bêta va être égal à 4.
Donc bêta va être égal à 2. Et la première équation ici va me donner directement que alpha va être égal à 3 moins 2 bêta. Alpha va être égal à moins 1. Moralité, vous récupérez que delta n va donc être égal à, donc ici, 2 à la puissance n plus 1 moins 1. Ce calcul est valable pour tout n supérieur ou égal à 1. Alors je dis bien quel que soit n supérieur ou égal à 1. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais ça, cette relation, elle est vraie pour tout n supérieur ou égal à 3. Oui, mais ça n'a rien à voir. Cette relation, elle est valable quel que soit n supérieur ou égal à 3, parce que pour n égale 3, la relation, c'est entre delta 3, ma relation de récurrence, elle fait bien intervenir tous les termes de cette suite récurrente à partir du rang 1. Donc on a bien calculé le déterminant de cette matrice tridiagonale. Donc vous avez vu sur quoi j'ai raisonné pour pouvoir récupérer ma relation de récurrence. Vous voyez, dans le cours, j'indique que je fais un développement par rapport à la première colonne. Là, je vous ai montré qu'en faisant un développement par rapport à la première ligne, on récupère de la même façon une relation de récurrence. Ça marcherait aussi si vous travaillez par rapport à la dernière ligne et par rapport à la dernière colonne. Vous avez noté qu'on a choisi la première ligne, la première colonne, la dernière ligne, la dernière colonne, parce qu'il n'y a que 2 coefficients non nuls, alors que sur toutes les autres lignes et colonnes, il y en a 3. Donc on a intérêt à faire ça par rapport à soit première ligne, soit première colonne, soit dernière ligne, soit dernière colonne. Et tout marche. Si vous faites l'un de ces 4 développements, vous allez arriver au bout. Voilà pour ces déterminants tridiagonaux. Alors la dernière grande famille de déterminants qu'on va apprendre à calculer, c'est ce que j'appelle les déterminants par calcul par multilinéarité. Alors ça concerne les déterminants où on a un motif qui se répète plutôt très souvent. Donc, je m'explique comment est construite une matrice par multilinéarité. Donc je vais prendre l'exemple du cours, et je vais écrire la matrice pour vous montrer de quoi il retourne. Bien, si vous regardez la matrice dont on va calculer les déterminants, si je dicte cette matrice, je dirais, bah, c'est pas compliqué. Cette matrice-là, vous avez sur toutes les colonnes le motif A1, AN. Et ça, vous l'avez, quelle que soit la colonne, vous avez ce motif A1, AN. J'écris mon petit motif A1, AN, hein, je me dicte ma matrice à moi-même, et je dis, bah, à partir de là, vous faites une perturbation sur la diagonale, c'est-à-dire qu'on a le même vecteur qui intervient, mais on fait une perturbation diagonale, c'est-à-dire qu'on va perturber la diagonale ici avec un B1, ici avec un B2, et ici avec un Bn. Donc on fait cette perturbation diagonale. Alors pourquoi je dis que ça va bien se développer par multilinéarité? Parce que si vous considérez ce déterminant-là comme le déterminant d'une famille de vecteurs dans la base canonique, ça va ressembler à quoi? On va évidemment donner un nom au vecteur qui apparaît un certain nombre de fois. Donc dans l'énoncé, je l'appelle U. Je vais continuer à l'appeler U. Donc A1, AN, le vecteur qui apparaît ici sur la colonne, je le vois comme un vecteur de Cn, et je l'exprime dans la base canonique, c'est le vecteur U. Et ce vecteur U, vous notez qu'il apparaît à toutes les places. Et on a une perturbation de ce vecteur U sur les termes diagonaux par le vecteur qui a comme coordonnées B1 puis que des zéros, puisque là c'est comme si j'ajoutais 0. Donc là je vais récupérer plus le vecteur B1, E1. Alors B1 c'est un scalaire, E1 c'est le premier vecteur de la base canonique de Cn. Ici ça va être plus B2, E2, et là ça va être plus Bn, En. Donc là je suis en train de décomposer les vecteurs dans la base canonique de Cn. Donc ici, attention, hein, les BI sont des scalaires et les UI, c'est des vecteurs. Donc je vais tout de suite mettre la légende. E1, etc., En, c'est ici, évidemment, la base canonique de Cn. Donc, les Cn. Cn, l'espace vectoriel Cn. Bon, bref, Cn, voilà. Donc vous voyez tout de suite l'idée de ce déterminant, c'est je vais retrouver en fait le même vecteur à chaque place, c'est ça qui est important, et ce vecteur il est perturbé par quelque chose, donc on ajoute un vecteur
différent selon les différentes places. Mais la multilinéarité fonctionne dramatiquement bien quand le même vecteur apparaît à toutes les places de la matrice. Donc ce déterminant, il est évidemment exprimé dans la base canonique. Le déterminant de cette matrice, je le vois comme le déterminant d'une famille de vecteurs. Alors on pourrait se dire, tiens, on pourrait faire des opérations sur les colonnes pour déplacer ce vecteur, mettre des zéros à certains endroits. C'est vrai, et ça pourrait marcher comme ça, et ça marche pas trop mal comme ça aussi. Mais moi j'aime bien la multilinéarité dans ces cas-là. Pourquoi? Parce qu'on a vu que le déterminant, c'est une forme n linéaire alternée, donc ça se développe, mais avec une règle précise. Comme le déterminant est alterné, quand je développe cette expression, si j'obtiens 2 fois le vecteur u sur au moins 2 places différentes, le déterminant que je vais récupérer sera nul. Puisque quand j'ai 2 fois le même vecteur à 2 places différentes, j'obtiens une famille liée, donc le déterminant est nul. Ce qui veut donc dire que le vecteur u, il se retrouvera au plus sur une place. C'est-à-dire soit il intervient nulle part, soit il intervient à une place. Donc en fait, quand je vais développer ce terme-là, je devrais avoir en tout 2 puissance n termes. Mais sur ces 2 puissance n termes, quasiment tous vont être nuls, sauf éventuellement le seul terme tel que quand je développe, je n'ai le vecteur u nulle part. Donc là, je vais récupérer B1E1, etc. jusqu'à BNEN. Le vecteur u n'apparaît nulle part. Plus tous les déterminants où le vecteur u apparaît exactement à une place. Donc là, je développe par rapport à ce vecteur u, il apparaît en première place. Donc ça veut dire qu'ici, j'ai forcément B2E2 jusqu'à BNEN. Plus le vecteur u, il intervient en deuxième place. Donc là, je vais avoir B1E1, U, B3, E3, etc. jusqu'à BNEN. Plus pointillé. Le déterminant intervient en... Le vecteur u, pardon, intervient en nème place. Donc là, je vais récupérer les BI qui sont à une certaine place et le vecteur u en dernière place. Puisque si le vecteur u se retrouve à 2 places différentes au minimum, eh bien, le déterminant que je vais obtenir est nul. Donc là, j'ai le déterminant où u n'intervient pas, là où u intervient sur au moins une place. Bon, alors, le calcul de delta n se ramène donc au calcul de n plus 1 déterminant. 0 place 1, place 2, etc., place n. Alors, il y a l'un des déterminants qui va être très facile à calculer, puisque le déterminant que j'obtiens ici, c'est le déterminant d'une matrice diagonale, puisque quand je réécris cette matrice-là, je vais avoir les BI sur la diagonale. Donc je vais récupérer que ce déterminant-là, c'est le produit B1, B2, etc. jusqu'à Bn. Et là, j'obtiens toute une foule de déterminants. Et moi, le déterminant que je veux calculer ici, c'est le déterminant quand i se retrouve en ième position. Si je suis capable de calculer ce déterminant, eh ben c'est gagné. Donc là, je laisse de la place. Je vais dire c'est une somme pour i variant de 1 à n. Et je vais calculer à part le déterminant. Je vais calculer à part le déterminant général, donc le déterminant dans la base canonique de B1, E1, etc. Le vecteur u apparaît en ième position jusqu'à Bn, En. Donc je vais calculer le déterminant général que j'obtiens comme ça. Alors j'écris ma matrice, donc là le vecteur B1, E1, les coordonnées de ce vecteur dans la base canonique c'est B1 puis que des zéros. Je vais continuer comme ça sur la diagonale jusqu'à BI-1, où c'est un coefficient qui est sur la diagonale, et partout ailleurs j'ai des zéros. Quand j'arrive à U, je vais écrire les coordonnées du vecteur U dans la base canonique. Donc là, c'est le coefficient qui est sur la diagonale, hein, c'est le coefficient AI, comme ça jusqu'à AN. Donc là, je peux écrire AI plus 1, par exemple. Et puis, dès que je continue, je vais récupérer à nouveau les colonnes de BI, plus 1, puis 0, puis que des 0, etc. jusqu'à Bn. Donc en fait, j'ai une matrice qui est quasi diagonale finalement, puisqu'elle est diagonale partout, sauf une perturbation sur la ième colonne qui est ici, ou sur la ième colonne, j'ai le vecteur u qui est là. Alors comment je peux calculer ce déterminant hyper efficacement, c'est-à-dire en une étape? La question c'est voir où est le problème. Le problème se situe sur la colonne, donc ça serait bien que je fasse un développement qui tue cette colonne-là.
Ben, je vais me placer à l'intersection de la diagonale et cette colonne. Je vais me placer à cet endroit-là. Pourquoi? Parce que sur cette ligne-là, donc sur la IM ligne, j'ai tous les coefficients qui sont nuls, sauf sur la IM colonne où j'ai AI. Donc je vais choisir de développer ce déterminant par rapport à la IM ligne. Alors il y a très peu de choses qui va rester, hein, puisque je vous rappelle que tous les coefficients sont nuls, sauf celui qui est en IM position. Donc en développant, je vais récupérer donc moins 1 puissance, eh bien la position de lui c'est I plus I. Ah ben, j'aurais pu dire que le facteur était positif, puisque ce terme-là il est sur la diagonale, hein, II. Je l'écris quand même, moins 1 puissance I plus I, fois AI, multiplié par le déterminant que j'obtiens en rayant la ligne numéro I et la colonne numéro I, hein, c'était celle que je voulais faire partir. Mais j'avais pas intérêt à développer par rapport à cette colonne-là, ça faisait trop de coefficients, donc je développe par rapport à celle qui lui est orthogonale. Moralité, qu'est-ce que je récupère comme déterminant? C'est le déterminant d'une matrice diagonale. Donc, le déterminant que je vais récupérer, c'est simplement le produit des éléments diagonaux. Donc je vais récupérer B1, etc., BI-1, BI plus 1, etc., jusqu'à BN. Oh, tiens, d'ailleurs, c'est rigolo. Donc ça fait 1. Donc regardez, j'obtiens B1. En IM place, j'ai AI. La place d'après, bon, j'ai encore un BI, jusqu'à BN. Donc en fait, on obtient un produit de termes, et en IM position, on a le terme AI. Donc en fait, je vais récupérer la somme des produits de la forme suivante. Donc c'est des produits de la forme B1, etc., jusqu'à BI-1 à I, BI plus 1, etc., jusqu'à BN. Donc je vais avoir le AI qui va se balader soit en première position, soit en deuxième position, soit en énième position. Et sur les autres places, j'ai les vecteurs BI. Voilà le calcul de mon déterminant. Rapide, non? Une, deux lignes, avec bon, une petite précision quand même sur la matrice qui est là, mais c'est quand même assez rapide. Hein. Donc voilà comment on peut imaginer qu'un développement par multilinéarité, ça marche bien. Dès que vous avez un motif qui se reproduit un certain nombre de fois et qui est perturbé un tout petit peu, ben, ça marche très très bien de développer ce déterminant par multilinéarité. Voilà pour le cours sur les déterminants.